La gestion de la gratuité de l'eau, l'électricité et le transport pendant la période de confinement du Grand Libreville au centre des auditions ce jour des ministres de l'énergie et des transports et du directeur général de la SEG à la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Faire le point de ces activités à la mairie de Libreville, c'était tout l'objet de la conférence de presse initiée et animée par l'édile de Libreville, Léandre Nzieu. Fierté du pays à l'international, Serge Abessolo incarne le rôle du patriarche Elie Desva dans Cacao, une nouvelle série sur une chaîne concurrente. La rédaction de Gabon Télévision a rencontré l'acteur qui nous livre les coulisses du film. Évariste Ndayishimiye investit ce jour sur son fauteuil de président du Burundi. Parmi les grands chantiers attendus, l'ouverture politique, la relance de l'économie et l'unification des Burundais et Burundaises. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Votre journal. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation était l'hôte ce matin des honorables députés membres de la Commission de la Planification des Affaires économiques, de la Production et du Développement. Biendi Maganga Moussavou est allé soumettre aux élus le projet de loi portant ratification de l'ordonnance fixant la politique semencière végétale au Gabon. Presse Assemblée nationale. En soumettant à l'appréciation des honorables députés, membres de la Commission de la Planification des Affaires économiques, de la Production et du Développement, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance fixant la politique semencière végétale au Gabon pour approbation, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation, Biendi Maganga Moussavou, a précisé que la dite ordonnance visait à combler le vide juridique actuel en matière de politique semencière et à permettre la structuration de la filière en favorisant la mise à disposition des producteurs de semences certifiées et performantes. Sans semences de qualité, nous ne pouvons pas développer notre agriculture, et sans semences de qualité à haut rendement mises à la disposition des producteurs, nous ne pouvons pas faire en sorte que, au niveau national, des champs se développent. Donc il faut organiser cela, il faut préserver le patrimoine génétique de notre pays. Au-delà des inquiétudes et autres préoccupations, des honorables députés sont tout apaisés par leur hôte du jour. Les représentants du peuple ont tous ou presque relevé l'importance de ce texte. C'est un texte qui vient booster l'agriculture gabonaise parce que nous attendons ce texte-là pour permettre à ce que le plan de relance sur le plan agricole soit effectif. L'encadrement juridique des semences dans nos pays va permettre aussi de contrôler ce que nous mangeons. C'est un texte vraiment d'une grande efficacité pour l'agriculture dans le pays. Avec pour objectif de fléchir la courbe des importations des produits alimentaires située entre 350 à 450 milliards de francs CFA par an pour notre pays, les honorables députés attendent impatiemment d'adopter ce texte en séance plénière. Et puis notez que demain, vendredi 19 juin 2020, 2 autres membres du gouvernement seront auditionnés par la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique. À 11h30, le ministre de l'Économie et des Finances sur le projet de loi autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt de 8 300 000 € auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et sur le projet de loi de finances rectificative exercice 2020. Et puis à 15h, le ministre de la Santé en rapport avec le projet de loi de finances rectificative exercice 2020. Les ministres de l'Énergie et des Transports et le directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEG, entendus ce matin par la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Chacun a fait le point de la gestion de son département pendant le confinement du Grand Libreville. Les détails avec Betty Anzembe et Gérard Magnania. Le patron de l'énergie, Pascal Wani-Ambouroué, a justifié avec des chiffres à l'appui la gestion de la gratuité de l'eau et de l'électricité pendant le confinement du Grand Libreville. Face au président de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, Nestor Mbou, le membre du gouvernement a sorti des éléments justificatifs pour son plaidoyer. Notamment celle de définir un montant par le chef de l'État de 6 milliards de francs CFA, 4 milliards pour l'électricité, 2 milliards pour l'eau, de définir à qui ont été attribués ces fonds, notamment dans la première phase à une catégorie de cibles qui était entre 1 et 6 kWh comme bénéficiaires donc, de cette mesure, et dans la deuxième phase de 1 à 3 kWh
dans ce qui concerne l'électricité. Le ministre des Transports publics, Léon Ahmed Bouda Balondi, a lui également rempli son devoir républicain. Le chef de ce département ministériel a fait le point sur la gratuité du transport. Donc nous avons donc échangé avec la commission et avons passé en revue les moyens humains que nous avons mis en œuvre, les moyens matériels et naturellement les moyens financiers. Donc nous avons décliné le contenu du budget alloué au transport ainsi que les dépenses à ce jour. À la suite de ces deux ministres, Alain Patrick Kouma, le directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, a lui aussi été entendu. Nestor Mbou a remis à chaque auditionné un formulaire de déclaration des biens au terme de ces convocations. Et puis coup de projecteur ce soir sur la carence en eau potable vécue avec beaucoup de peine par les habitants de plusieurs quartiers de Libreville. Une réalité perceptible dans les zones de Montalier, PK8, Évasion, Kingele et derrière l'école normale entre autres, lieux où se sont rendus nos reporters. Ils ont pu cerner les méthodes utilisées par les riverains pour obtenir le liquide précieux. Le constat est ainsi fait par Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Ce jeune du quartier Montalier se prénomme Ivan. Muni de ses récipients, il va à la quête de l'eau potable du côté de Fin-Goudron, cédant le même giron urbain. Vous voyez d'abord qu'ici dans le quartier, on n'a pas de robinet, on n'a pas de l'eau. Ça ne passe pas. Il n'y a pas l'eau ici, je suis obligé de me déplacer comme vous voyez d'ici pour le Fin-Goudron. Cette dame et sa petite sœur s'approvisionnent en eau à partir de ce robinet fixé au mur d'un pressing. Elle débourse parfois quelques CFA pour ramener de l'eau à la maison. Les 5 litres sont à 25 francs. Les bouteilles, on a 10 bouteilles pour 100 francs. Là, je peux avoir pour 1300, 1500. Même cas de figure dans les quartiers derrière l'école normale et Kingele, où pour recueillir de l'eau, certains ont recours à des méthodes de fortune. C'est tout le quartier. Hein. Les gens viennent à la Lango, l'épicerie, derrière l'école de bon. Je vais chez nous là, derrière chez nous. Ils utilisent de l'eau pour faire la lessive, la vaisselle, bon, même se laver avec. Quand il pleut, j'essaye de recueillir de l'eau par la gouttière. Puis quand vous avez dedans qui atterrit là, puis pour remplir, c'est de l'eau de pluie. Avec un circuit de distribution de faible pression, l'eau n'arrive pas dans les maisons et les avoisinants se ruent vers ces compteurs afin d'obtenir à la source le liquide précieux. Ici, au PK8 Évasion pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Et puis le ministre de l'Éducation, Patrick Mugiama Daouda, a poursuivi avec sa veste de chantier, cette fois sur les sites Lissemba, Bizango, PK13 et Mindoubé. Dans l'ensemble, beaucoup reste encore à faire, mais le membre du gouvernement demeure optimiste. Le reportage de Lariska Lorma-Mengui et Bertin Osaga. Cette phase 2 des visites de chantier du ministre de l'Éducation nationale concerne les sites du lycée national Léomba, Bizango, PK13 et Mindoubé. Il s'agit essentiellement des travaux de réhabilitation, d'extension et de construction. Il nous faut construire pendant 3 ans, 4 ans, en moyenne 1000 salles de classe par an. Donc vous voyez qu'on est loin du compte, mais on s'en approche et on va s'en approcher de manière beaucoup plus significative à la fin de l'année, les années prochaines. C'est un programme pluriannuel. Le plus important était de stopper l'hémorragie, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire à commencer déjà à être dans la programmation et faire en sorte que qu'on tienne davantage compte de la carte scolaire et de l'évolution démographique dans les arrondissements, dans les quartiers, pour faire une planification de construction rationalisée. À Bizango, c'est la construction d'une école primaire de 22 salles de classe. Les travaux ont pris du retard du fait de la pandémie, mais Patrick Mugiama Daouda reste optimiste. Nous allons nous atteler à faire en sorte de rattraper le temps qui a été perdu. Mais pour ça, il faudra que les contraintes dans le temps de travail, contraintes dans l'achat du matériel, contraintes dans la disponibilité des personnels qui sont à l'étranger et qui devraient être ici, il faudrait que tous ces points bloquants-là soient levés. Nous attelons à faire ça. Pour le ministre de l'Éducation nationale, la construction des établissements primaires et même secondaires devra désormais, plus que par le passé, tenir compte notamment de l'évolution démographique dans les quartiers et les arrondissements, afin de mettre en place une planification de construction rationalisée.
Et puis dans l'actualité, cette conférence de presse animée ce matin par l'édile de Libreville, occasion au cours des échanges de Léon Dué avec la presse de faire le point de ses activités à la mairie centrale. Le compte-rendu de Lardingue Mamba et Bertin Osaga. 2 semaines après le vote du budget primitif de l'exercice 2020 du conseil municipal de Libreville, qui s'élève à un peu plus de 24 milliards de francs CFA, le maire Léon Dué, face à la presse, a fait le point des activités de son institution. Nous avons commencé la réfection des monuments. Vous l'avez vu. Tous les monuments de Libreville ont été réhabilités. Le rond-point de la démocratie, Jeanne Ebori, Mausolée Léomba, la place de l'indépendance. Plusieurs questions ont meublé cet entretien. La masse salariale significative de la mairie, le train de vie onéreux du maire et la gestion des ordures ménagères. Tout ce qui se lit ça et là, c'est des affabulations, il n'y a rien de vrai. La masse salariale de la mairie de Libreville à l'année, elle est de 17 milliards et pas 21 milliards. 17 milliards. Et nous avons trouvé cela. Et c'est vérifiable. Et dans ma façon, ma vision de voir, pour ce qui concerne les ordures ménagères, j'ai prévu au moins une société pour 2 arrondissements. Non seulement ça crée l'émulation, la concurrence, ça voudrait dire qu'il y aura 3 sociétés qui vont s'occuper de la collecte des ordures dans la ville. En dépit d'une masse salariale de près de 17 milliards de francs CFA, les objectifs du maire Léon Dué restent inchangés. Faire de la cité capitale une ville belle et attractive. Audience ce matin au gouvernorat du Haut-Ogooué. Les responsables de Comilog sont donc allés présenter l'équipe médicale venue en renfort à l'hôpital Amissa Bongo. Jacob Okongi et Joël Adjaï pour le point. Tradition bantou, faisant en sorte que lorsque vous avez un étranger, que vous puissiez le présenter aux autorités et respecter. L'administrateur directeur général de Comilog, la compagnie minière de l'Ogooué, a tenu à confier officiellement l'équipe médicale venue en renfort à l'hôpital Amissa Bongo aux autorités provinciales. Il est de bonne loi, quand on a des étrangers, qu'on vienne les présenter aux autorités. Et c'est ce que j'ai fait ce matin. Je suis venu confier l'équipe médicale que nous avons reçue à Madame le gouverneur pour que ces gens soient sous son autorité. Ils sont là pour exercer leur métier de médecin et nous leur devons la protection et l'amitié. Cette mission, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, arrive en soutien aux actions que les autorités, les plus hautes autorités mènent pour cette lutte contre la pandémie. Nous arrivons à côté des autorités pour apporter notre pierre à l'édifice. Deuxième cluster Covid-19 après Libreville, le Haut-Ogooué avait plus que besoin de cet appui en personnel qualifié. Nous ne pouvons que remercier les plus hautes autorités d'avoir agi avec promptitude pour que cette équipe vienne soutenir notre hôpital de référence à Amissa Bongo. Et l'arrivée de ce personnel qualifié est une bonne chose pour notre province. Et c'est sur une note d'espoir et d'optimisme que les 13 praticiens sanitairement pluridisciplinaires ont été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions visant à sauver des vies. Et on reste dans la province du Haut-Ogooué, toujours avec Jacob Moukwangi et Joël Adjaï pour parler de cette séance de désinfection des taxis et taxibus à Franceville. Le geste est du syndicat des transports en commun. Reportage. Équipés d'atomiseurs remplis de chlore à faible concentration, 0,05%, les techniciens de Faba Newform ont mené une opération de grande envergure en désinfectant les taxis et taxibus au rond-point de Poto-Poto dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2. J'ai répondu à l'appel du syndicat des transporteurs qui a bien voulu que je puisse venir voir comment on devrait désinfecter les bus et les taxis qui évoluent dans la commune de Franceville. D'ailleurs, vous savez, nous vivons des moments difficiles à cause de cette pandémie qui sévit dans tout le monde entier. Et l'idée de désinfecter les bus est louable, surtout pour nos populations qui ne savent pas que la maladie existe bel et bien à Franceville. Je tiens à remercier les transporteurs qui ont bien voulu désinfecter tous nos bus et tous nos taxis. Par cette action, le syndicat des transporteurs terrestres Haut-Ogooué veut en découdre avec le phénomène de propagation de ce virus sans pitié. Nous connaissons tous qu'actuellement la pandémie fait des ravages
Et le syndicat ne voulait pas être en marge de ce qui se passe actuellement. Et il voulait apporter son élan de prévention contre la contagion de la Covid-19. En tant que taximan de la ville, la commune de Franville, et nous et la population qu'on transporte, vraiment, l'action est vraiment la bienvenue. En tout cas, on soutient cette action pour le maire et le président du syndicat de transporteurs du Haut-Togo. Une opération qui se veut pérenne en raison de 3 pulvérisations par semaine, vu la vitesse de propagation inquiétante de cette pandémie. L'affaire aura secoué, sinon traumatisé plus d'une personne à Mounana, dans le Haut-Togo et dans tout le pays d'ailleurs. La torture d'un garçon de 8 ans par son père. Le récit de Jean Romano Louba et Fabrice Lembumba. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux. Un garçon de 8 ans passé à tabac, puis brûlé au fer à repasser en plusieurs endroits de son corps, y compris la bouche, par son père. Cela s'est passé à la cité Ambié de Mounana. Le bourreau gabonais de 32 ans nommé Mvou Bigamark a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Franceville, Nikez Leyama. Comme explication, il reproche à l'enfant le fait d'avoir égaré les clés de la maison. Puisqu'en sortant, la clé était sur la tablette. J'ai demandé aux enfants où était la clé. Ils ne m'ont pas répondu. Comme ça, je les ai demandé de chercher la clé. Ça, j'ai insisté. Il dit, va me fouiller la clé là où tu as déposé. Tu amènes la clé. Puis il tournait, il cherchait. Après, il était là, il me regardait. Je dis, mais tu as mis la clé où j'ai mis ça ici. Et là, j'ai commencé à le taper. Et je n'ai pas compris comment c'est arrivé. J'en suis parvenu au faire. Avec leur mère, on est séparés depuis 2014. C'est en le tapant, pendant qu'on tournait, que je ne sais pas comment c'est arrivé. À tous ceux qui me condamnent que je ne l'ai pas fait exprès. Je garde mes enfants depuis qu'ils sont petits. C'est pas maintenant que je l'ai fait. L'inculpé, qui a été placé sous mandat de dépôt, sera poursuivi pour crimes de torture et actes de barbarie punis par les articles 359 et 360 du Code pénal, assortis d'une amende de 20 millions de francs CFA. Le retrait de la garde des enfants peut être également envisagé en son encontre en tant que peine accessoire à la sanction principale. Et on parle des rebondissements dans l'affaire du jeune Rinaldi avec les nouveaux témoignages que vous avez pu suivre dans nos éditions précédentes. Eh bien, ce soir, nous allons joindre par téléphone M. Rodrigue Mfumouondo, le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Oyem. Monsieur le procureur, bonsoir, si la régie est prête. Après ces nouveaux témoignages, que dit le parquet aujourd'hui sur cette affaire, celle concernant l'enlèvement depuis janvier dernier du jeune Rinaldi? Bonsoir, M. Marcel Chubina. Le parquet est tout à fait réjoui de savoir que l'enquête se poursuit, contrairement à ce que beaucoup pensaient, puisque avec les mauvaises langues qui pensaient que le parquet ne faisait plus rien face à cette enquête. Comme on le dit souvent aux gens, l'enquête reste secrète. Nous ne pouvons pas dire à tout le monde ce que nous faisons, bien que le dossier étant confié au juge d'instruction, je n'ai jamais cessé de demander aux officiers de police judiciaire chargés de l'enquête de continuer à investiguer. Nous avons eu la chance, comme on dit, Dieu est toujours avec des innocents, des personnes qui décident de faire leur travail. Nous avons eu des révélations de Dame Morel, qui est présentement en détention, qui voulait se confier au procureur de la République que je suis. Je l'ai extrait, je l'ai reçu, et c'est à ce moment qu'elle a fait ses aveux à mon cabinet. J'ai dû faire venir les officiers de police judiciaire et que tout le monde s'imprègne de ce qu'elle déclarait. À l'issue de cela, elle a cité des noms, parmi lesquels le nom de son concubin et un oncle direct au petit Rinaldi. J'ai demandé aux officiers de police judiciaire de procéder à l'interpellation des personnes qui ont été citées pour savoir si les dénonciations faites par Dame Morel sont avérées. Ce qui a été fait, et les officiers m'ont rappelé en disant que les personnes ont finalement reconnu avoir participé dans l'enlèvement de Rinaldi avec Birku et Banch-Lewis, présentement en détention, celui qui avait été pris à Ndjolé. Donc, vous voyez que ces personnes ont été conduites au parquet, qui ont fait des déclarations, et juste là, l'enquête continue, puisqu'on a cité
un homme assez robuste qui aurait aussi participé. Lewis, bien qu'il continue à rester campé sur ses positions, mais vous voyez que les déclarations faites par ses acolytes, ses parents, l'accablent fortement, pensant qu'ils seront obligés de dire où ils ont laissé cet enfant et quel est le sort qui lui a été réservé. Alors, l'on serait tenté donc de dire que l'enquête est en passe de connaître son épilogue. Non, dites-vous, elle n'est pas bouclée. Alors, les personnes incriminées ne peuvent donc pas être jugées en l'état, monsieur le procureur? Ces personnes, vous savez, quand le dossier est arrivé pour la première fois, il a été confié au juge d'instruction et ces personnes ont encore été présentées au juge d'instruction qui, dès clôture de l'information, va transmettre l'information devant la cour criminelle pour qu'ils soient jugés. Ils seront forcément jugés face à ces aveux, ça c'est clair. Parce qu'il est hors de question que les gens se comportent de la sorte. On ne peut pas enlever des jeunes, des enfants, on ne sait à quelle fin. Donc, il faut que la justice fasse son travail et que les auteurs répondent puisqu'on les connaît déjà. Alors, pour finir, à ce stade, que dit le procureur d'OIM aux Gabonais qui ont été heurtés par cette affaire et attendent bien sûr que justice soit faite, pardi? Et ce que le procureur que je suis dit aux Gabonais, c'est de garder leur calme et de faire confiance à la justice et aux officiers de police judiciaire. Lorsque nous sommes saisis d'une enquête, nous faisons tout pour que celle-ci aboutisse, contrairement à ce que les gens pensent et que les Gabonais ne pensent pas que nous dormons lorsque nous sommes saisis. Une fois nous sommes saisis, nous continuons l'enquête jusqu'à ce qu'elle aboutisse. Et c'est ce que nous ferons toujours, qu'ils aient toujours confiance à leurs vaillants OPJ et à la justice gabonaise. Voilà, en tout cas, merci Rodrigue Foumou-Ondo pour votre disponibilité, votre promptitude. Voilà, à l'instant, le procureur de la République près le tribunal de première instance d'OIM sur l'affaire Rinaldi, l'enfant enlevé, vous le savez, en janvier dernier au village Abeba, dans le département d'Untem. À l'occasion de la célébration en différé de la Journée nationale de la femme et des droits de l'enfant à Mouila, l'Association pour la défense des droits des femmes et des enfants, ADDFE, met les bouchées doubles à travers une campagne de sensibilisation contre la propagation de la Covid-19, cible privilégiée les femmes commerçantes. Le compte-rendu de Tassiana Miko et de Thierry Mandaka. L'Association des droits de la femme et de l'enfant sur le terrain pour sensibiliser les femmes commerçantes de la commune de Mouila, capitale provinciale de Langounié, au sud du Gabon, sur la nécessité de respecter les mesures barrières au coronavirus dans l'exercice de leur activité. De la théorie à la pratique, elles ont procédé à la distribution de masques chirurgicaux et de gel hydroalcoolique. L'Association de la défense des droits de la femme et de l'enfant vous offre des masques contre le coronavirus. Par ailleurs, nous vous demandons de continuer à respecter les mesures barrières. Vous éternuez avec un mouchoir, vous prenez immédiatement le mouchoir, vous le jetez dans la poubelle, vous respectez la distance d'1 mètre. Donc, essayez de véhiculer aussi ce message. Un élan de solidarité qui rencontre l'assentiment des commerçantes, à la fois du Carrefour Moussa et du Carrefour des Jeunes. Au nom des femmes du Carrefour des Jeunes, nous remercions l'association pour la défense des droits de la femme et l'enfant. Nous remercions cette association d'avoir pensé à nous, parce que parmi certaines femmes du marché n'arrivaient pas à s'acheter un masque de 500 francs et il fallait changer à chaque fois. Donc nous remercions cette association-là. Merci. S'ils peuvent aussi faire plus, merci. L'Association des droits de la femme et de l'enfant a vu le jour en 1990. Elle œuvre contre les inégalités dont sont victimes les femmes et les enfants dans la société. En page culture de ce journal, Cacao, c'est le titre d'une nouvelle série que vous pouvez suivre désormais, en tout cas depuis lundi, sur une chaîne concurrente. Le rôle du patriarche Eli Desva est incarné, lui, par le Gabonais Serge Abessolo, fierté du pays à l'international. Ce compatriote a valablement représenté le vert jaune bleu en Côte d'Ivoire. Wivi Novandam et Michel John Boudégan l'ont donc rencontré. Retour sur le tournage de Cacao. Ça tourne. Une famille soudée. T'es trop belle, maman.
Je serai toujours là pour toi, petite sœur. Et le business du cacao qui marche très bien. Es-tu prête à entamer les négociations avec les Chinois? Elie Desva, tête d'affiche dans la série Cacao diffusée sur Canal+, n'est autre que le Gabonais Serge Abessolo. Ce matin, nous le retrouvons dans son bureau à la Sablière. Nous sommes bien au nord de Libreville. Avec lui, retour sur l'obtention de ce rôle. Le premier critère, c'est qu'on vous avez déjà une tête qui correspond au personnage, parce que c'est eux qui vous ont choisi. C'est eux qui connaissent le personnage, et donc on sait à peu près quel genre d'homme ou de femme on cherche. Donc au départ, c'est eux qui m'ont choisi. Et donc on va vous envoyer des textes, vous allez les jouer face à une caméra, et vous renvoyer. Après, c'est à eux de choisir ou pas. Après un peu plus de 20 ans de carrière et des rôles dans plusieurs films, entre autres Dolé, Le mec idéal, Ma famille, Si loin si près et aujourd'hui Cacao, le regard de Serge Abessolo sur le cinéma gabonais. Le Gabon fait de très bons films. J'aime bien parler de Philippe Maury, un des premiers Africains qui arrive à Cannes, on est en 62-63, avec La Cage. J'aime bien parler de Dolé, de Imunga Ivanga, qui arrive à Cannes en 2000-2001, qui figure au palmarès de Cannes, parce qu'il a quand même eu une palme à Cannes Junior, avec sa boîte, tout ce qui va avec. J'aime bien parler de Samantha Bifo, avec sa série L'œil de la cité, qui a eu le prix de la meilleure série au FESPACO. Ça veut dire que nous faisons des films de très bonne qualité. Peut-être pas en quantité, comme sous d'autres cieux, pour plusieurs raisons d'ailleurs. C'est ces raisons d'ailleurs qui justifient qu'on ne fasse pas beaucoup de films. C'est des secteurs où il faut qu'on mette la formation. Conscient des freins à l'éclosion de l'industrie cinématographique dans notre pays, l'acteur entend apporter sa contribution et son principal projet, la formation. Ça a été une de mes discussions avec un de mes partenaires, initier des masterclass en faisant venir des acteurs d'ailleurs pour faire des masterclass de 10 à 12 jours avec des jeunes acteurs d'ici. Et on ferait venir des acteurs ailleurs, mais on prendrait aussi par exemple Michel Dao, que je sais qui est très bien dans la formation. Pas de répit pour la fierté du Gabon en matière de 7e art. 3 mois seulement après la fin du tournage de Cacao, Serge est déjà plongé dans la lecture du scénario de son prochain rôle. Chacun a reçu le scénario, on peut le lire, et c'est même bien parce que ça nous permet de lire un peu plus de temps en temps le scénario, de mieux s'approprier le personnage, de manière à ce que lorsqu'on fera une répétition avec tout le monde, on ne soit pas perdu. Né le 8 mars 1970 à Mouila, Constant Serge Abessolo est originaire de Bitam. Humoriste, il écrit ses premiers sketchs en 1993. Auteur de plusieurs spectacles et acteur, il a fini par se forger une renommée à travers les frontières. Élu le 20 mai dernier, Évariste Ndayishimiye a été investi ce jeudi pour un mandat de 7 ans. Et c'est la capitale administrative du Burundi qui a donc abrité la cérémonie d'investiture. Les Burundais attendent du nouveau président une ouverture politique, la relance de l'économie et l'unification des fils et filles du Burundi. Le récit de Lardingue Mamba. Élu à la présidentielle burundaise du 20 mai dernier, Évariste Ndayishimiye a prêté serment ce jeudi 18 juin. Avec 2 mois d'avance sur la date prévue. Une prestation de serment qui intervient suite au décès inopiné de son prédécesseur, Pierre Nkurunziza, à l'âge de 55 ans et après avoir passé près de 15 années au pouvoir. Devant un parterre d'invités, le nouveau président burundais a juré fidélité à la charte de l'unité nationale, à la constitution, mais aussi à la loi. Le général Ndayishimiye s'engage à poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. Durant les 7 prochaines années, de son mandat à la tête de ce pays de l'Afrique de l'Est et qui compte aujourd'hui plus de 11 millions d'habitants, le nouvel homme fort de Gitega a fort à faire. Unifier les Burundais et relancer l'activité économique. Avec cette prestation de serment, les Burundais tournent définitivement la page Nkurunziza et rentrent dans l'ère de Ndayishimiye. La sagesse africaine du jour. Le lézard fait beaucoup de pompage, mais il n'a jamais eu de biceps à méditer. Jusqu'à 23h, Cabrel Guillain-Lemami se fera le plaisir de vous présenter la dernière édition d'Information. Merci, bonne suite des programmes sur notre chaîne. Je vous retrouve demain, lorsqu'il sera 20h.
Bienvenue au service commercial du Gabon Première.